Alors, bienvenue après cette ère cosmique de pause. Euh, alors, de quoi on a parlé la dernière fois? Est-ce que vous souvenez où on s'était arrêté? Alors, moi, j'ai regardé sur le YouTube, on était arrêté à la 179, mais à part ça. C'était Ouais. les auto et les hétéro-conditions. Oui, waouh, génial. Oui, il Ah. y avait des. En fait, on est dans une. Et Oui, j'avais une question. mm, oui, Euh, c'est un peu, ça reste pour moi un peu flou. Par exemple, le fait de dire demain c'est samedi. Est-ce que je suis sûre, mais c'est quand même quelque chose qui m'a appris parce que dans l'absolu, le temps, c'est quelque chose qu'on m'a appris. Après, ça peut être aussi, on peut redonner notre nom du jour, on pourrait dire que le jour commence à midi et va jusqu'à minuit, etc., etc. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on m'a appris. Euh, donc, dans ce cas-là, c'est une hétérocognition, ça peut jamais être une autocognition. Comment ça se passe dans ce cas-là? Parce que c'est une expérience, parce qu'en fait, je ne peux pas vraiment l'expérimenter, c'est quelque chose que j'ai toujours appris. Je ne peux jamais oui. l'auto-identifier parce que je passe toujours par une espèce d'apprentissage, quoi. Alors, là, quand c'est les questions d'hétérocognition ou de cognition valide, hétéro-certifiante et auto-certifiante, euh, on pourrait dire que euh, quand on est enfant, par exemple, on sait à peu près ce que veut dire demain, même si on n'a pas encore appris tous les jours de la semaine, etc. Ouais. Ouais. Donc on peut savoir que demain est demain, mais pas nécessairement savoir que demain c'est samedi. Donc dans ce Mm, cas-là, oui, ce sera une cognition valide hétéro-certifiante. Si après on regarde sur le calendrier ou on demande à quelqu'un, on dit ah mm, ben oui, mais mm, demain c'est quel jour? Et là on nous dit c'est samedi, donc on aura en effet certifié que demain c'est samedi. Donc peut-être que là ce sera une hétéro-certifiante, ouais. mm, Et à un moment donné, il en parle dans le texte, il parle de ça, il parle de l'apprentissage, il dit qu'en effet on peut quand on apprend quelque chose, quand on apprend ce qu'est chaud et brûlant, etc., c'est quelque chose qui est forcément progressif. Ouais. mm, Donc on mm, peut, ouais, je sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais il y a beaucoup de choses. Quand c'est dans l'apprentissage, on connaît nécessairement pas tout le domaine en entier, on apprend par segment par segment. Et après, même quand on maîtrise un domaine en entier, mm, est-ce qu'on connaît tous les éléments de ce domaine-là? C'est difficile à dire, ouais. Parce que dans ce cas-là, une hétéro peut devenir une autocognition, mais il reste toujours un moment de flou. C'est-à-dire Ouais, quand c'est un passage, il y a quand même un moment où on est entre les deux, entre l'auto et puis faire la certification, tout ça. Donc c'est ouais. bien comme ça que j'ai compris. Ouais, normalement, l'une ne devient pas l'autre. Ça veut dire que Ah, l'une ne c'est devient toujours. pas l'autre. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Donc si pour moi, demain c'est samedi, ça reste pour moi toujours une hétérocognition. Oui, exactement. D'accord, ok. Ça Je veut ne dire vais que l'une jamais ne devient pas dire, l'autre. Ouais. Ça veut dire que quand on saura, tiens, demain c'est samedi. Donc si on comprend ce qu'est demain, demain c'est demain, ok, on l'a compris, on sait que c'est pas hier, que c'est pas aujourd'hui, etc. Et ensuite, si on comprend que demain c'est samedi, cette nouvelle cognition valide va renforcer, d'une certaine manière, la réalisation de la première. Donc elle vient certifier en ah, du plus coup, il ce faut que la première avait séquencer dans ce certifié. cas-là. Ouais, Il faut séquencer. Et donc, ah oui, ok. Donc, ça devient autre chose. Donc, il n'y a pas un ouais, oui, passage, c'est pas une continue, c'est séquencé en fait. oui, exactement. On va dire Ah, c'est une ok. Oui, nouvelle c'est ça que j'avais cognition pas valide compris. qui vient corroborer ou approfondir ce que la première avait réalisé. Ah, c'est Ouais. le truc de nouvelles infaillibles et tout ça, et nouveau, et que chaque fois, on passe à autre chose. Ok. Là, oui, ok, Ok, là, je vois. donc c'est super, Pardon? en effet, on est bien dans on est bien dans les cognitions valides, hétérocertifiantes et autocertifiantes, en effet. Et on est dans certaines divisions, euh, et je crois qu'il en donne cinq, non? Dans les hétérocertifiantes, faut vérifier. Euh, ouais. Ah voilà, les autocertifiantes, ouais. C'était 177, page 177. Lorsque les cognitions valides euh, qui induisent la certification par elles-mêmes, donc autocertifiantes, sont divisées, elles sont au nombre de cinq, les cognitions valides directes sensorielles, qui ont pour objet une chose familière. Vous vous souvenez, quand un enfant regarde le visage de sa mère ou de son père, etc.
Ouais, donc ça, c'était une chose familière. Les conditions valides directes sensorielles auxquelles la capacité d'accomplir une fonction apparaît. Ouais, par exemple, alors, je crois que il parle du feu. Quand on apprend, quand on est tout petit, ce qu'est le feu, forcément, c'est la cognition tactile, la conscience tactile qui certifie ce Mhm, qu'est le feu. Mais après, à force d'entraîner nos consciences, notre conscience sensorielle, visuelle aussi pourrait, pourquoi pas, comprendre chaud et brûlant. Ouais, quand on voit du mhm, feu au mhm, loin. mhm. Ah, c'est ce qu'ils disent, ouais. Ouais, ok, Eh ok, ok. bien, ouais. Donc ça, c'était Ok. auquel la capacité d'accomplir une fonction apparaît. Ensuite, les conditions valides directes apperceptives, donc autocognitives. Les conditions valides directes yogiques et les conditions valides inférentielles. Ouais, ça, vous les connaissez par cœur. Mhm, mhm, Ok. Eh bien, donc la première, en effet, c'était l'illustration, c'était quand un fils appréhende la forme de son père. Très bien. Ok. Et la Rinpoche dit, on pourrait aussi proposer une perception directe sensorielle dans le continuum d'une fille qui appréhende sa propre montre. Ouais, pourquoi pas. Ok. Donc en effet, elle appréhende sa propre montre, c'est une auto-certification. Il n'y a pas besoin d'une cognition valide supérieure, ultérieure, etc. Même si ça peut s'approfondir quand même. Ouais, ça veut dire que mhm, c'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'on connaît tout de cette personne, etc. Ouais, donc mhm, c'est comme ça que, en effet, les relations se créent entre amis, etc., etc. Très bien. mhm, Donc, une illustration d'une cognition valide directe sensorielle à laquelle apparaît la capacité d'accomplir une fonction est une perception directe sensorielle qui appréhende le feu. Comprend que le feu est capable d'accomplir la fonction de cuire et de brûler. Pourquoi pas? Ouais, certains le disent. Certains disent qu'on peut avoir en effet, des cognitions visuelles, par exemple, qui réalisent que le feu a pour capacité de brûler, mais c'est surtout la cognition tactile qui réalise ce qu'est le feu. Ouais, ça, on avait pas mal de débats par rapport à ça. Ok. Et donc, il dit, la Rinpoche, un autre exemple serait une perception directe sensorielle qui appréhende de l'eau, comprend sans autre pensée. Oui, parce qu'une perception directe sensorielle ne pense pas que l'eau est capable d'accomplir la fonction de mouiller et d'humidifier, ou celle qui appréhende une aire de terrain comme pouvant servir de base ou de support. Ouais, ok. Dans tous ces exemples, c'est la perception directe sensorielle elle-même qui comprend que son objet est capable d'accomplir une fonction. Ouais, la conscience visuelle voit que le feu peut cuire et brûler, que l'eau peut mouiller et humidifier. Donc là, c'est surtout chez les Gelugpa que c'est accepté. Ouais, chez les Sakyapa, par exemple, quand ils interprètent Acharya Dharmakirti, ils ne diront pas ça. Ils diront que la perception directe est idiote de toute façon. Elle ne révèle aucun contenu informatif. Ouais, c'est la pensée qui vient ensuite certifier son objet d'une certaine manière. Donc ah là, oui, si on oui, leur dit oui. qu'en plus, une conscience visuelle peut comprendre que le feu est capable d'être chaud et brûlant, là, là, ça poserait question. Ouais. Très bien. Mhm. Je suis en train de bugger là-dessus, mais du coup, tu rectifies, c'est bien. Ouais, j'étais en train de... oui, 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 voilà, ok, Ouais. c'est bien. Ouais, parce que euh, par exemple, quand une vache voit un cours d'eau au bord de son pré, elle sait qu'elle peut aller boire. Ouais, donc Mhm. elle comprend ce qu'est vraiment l'eau, en fait, d'une certaine manière. Alors bien sûr, c'est pas nécessairement une vache philosophe, mais en effet, c'est sa conscience visuelle qui va réaliser quelque chose d'une certaine manière. Mhm. C'est ce qu'ils vont dire ici, ouais. Alors pourquoi Mhm. pas, mais il y a beaucoup de débats par rapport à tout ça. Mhm. Très bien. Et puis, oui, en passant, en fait, on n'est pas très loin de la fin du livre, hein. J'ai regardé hier, il y a plus grand-chose. Donc, en tout cas, bravo d'avoir tenu le choc. Ben, Ça merci me à toi, hein, rappelle. parce que franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, surtout en ce moment. C'est vraiment, Ouais. je crois que tout ça, ça m'aide beaucoup en ce moment. Franchement, c'est génial. Bon, c'est cool, c'est cool. Mhm. Ça apprend beaucoup justement à comprendre un petit peu son esprit, à faire la part des Ah oui. choses entre ce qu'on pense et ce qu'on sait, entre ce qu'on perçoit de travers et ce qu'on perçoit correctement. Exact, exact, Donc c'est exact. vraiment très très utile pour comprendre son esprit. Mhm. Ouais, et c'est moi je trouve que c'est bien de pouvoir étudier ce genre de texte, même si on peut pas vraiment aller en profondeur, surtout dans ces pages-là sur les hétérocognitions, les hétérocertifiantes, etc. Parce que nous, on n'a pas étudié énormément là-dessus. Venerable Geshe Gensen Ananda est passé d'une manière
Alors, tout en expliquant très détaillé comme il le fait. Mais c'est pas le domaine qui est le plus étudié en général dans l'ORIC. Dans l'ORIC, c'est sur les conditions valides, point. Ils ne se posent pas nécessairement la question si elles sont autocertifiantes ou pas. Ouais, très bien. Mhm. Et donc ensuite, une illustration d'une condition valide directe autocognitive est une perception directe autocognitive qui fait l'expérience d'une condition valide. OK. Une illustration d'une condition valide directe yogique est une sagesse qui réalise directement le non-soi de la personne. Ah oui, c'est ça qu'on avait vu. On avait terminé là-dessus la dernière fois. C'était sur le fait que, puisque le non-soi est permanent, il ne peut pas apparaître à une perception directe, pas même une perception directe yogique. Là, vous Tu vous pourrais dire souvenez? ça, s'il te plaît? Je vais le redire sans trembler des genoux. C'est que comme le non-soi est permanent, il ne peut Oui. pas apparaître à une perception directe yogique. Ouais. Et donc, c'est pourquoi il y a une difficulté par rapport à ça. C'est est-ce qu'on peut percevoir directement le non-soi ou pas? Mhm. On peut C'est ça la percevoir question qui se l'absence. pose. Oui, bah oui. Oui, C'est on peut Si percevoir une tu, absence. tu Ouais. perçois une absence, voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Mhm. C'est comme la sécheresse, on observe l'absence de l'eau. Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est pour ça que euh, on peut réaliser, notre perception directe peut avoir pour objet d'engagement une absence, mais cette absence ne lui apparaît pas. Ouais, c'est ça qu'on avait vu précédemment. Donc, parce que ça, c'est une règle d'or du Sautrantika, hein. C'est que les impermanents sont les objets apparents Des conceptuels, des conditions conceptuelles. les Des, objets des perceptions voilà. indirectes. Enfin, il y a deux types de perceptions, les directes, les indirectes. Donc, c'est les indirectes. Non, Oui. je sais Alors, plus. en général, une perception indirecte, oui, c'est traduit dans certains textes comme étant perception indirecte, mais en général, on ne parlera pas de Conceptuel, perception dans ce cas-là. Ouais, oui, de cognition conceptuelle, alors. voilà. Et donc, ça, c'est les Conceptuel. permanents. Les permanents Hmm. qui sont les objets apparents des cognitions conceptuelles. Ouais. Et les impermanents sont les objets apparents Perception directe. Direct, ouais. des perceptions directes, exactement. Ça, c'est une règle d'or chez les Sautrantika. Ouais, c'est-à-dire les impermanents, ils peuvent apparaître à n'importe quelle perception directe. Oui, allez. Il y a derrière toi une lampe et de temps en temps ça fait vraiment flash, ça m'éblouit. Tu Pardon, peux la excuse-moi. tourner un tout petit peu, C'était ou pour le je sais pas livre. parce que ou toi tu te places devant parce qu'en fait elle est c'est encore pire. Ah, Tu peux la tourner vers l'autre sens, dans l'autre sens, ben, vers la droite ou la gauche. Voilà, voilà c'est mieux. ok. Voilà, Désolé, merci. désolé, c'est pour les pages du livre. Sinon, Oui, oui, je oui, vois pas. mais Ouais, je ça trouve fait un vraiment des. Moi, système. ça me fait des flashs D'accord. qui me. Ouais, je trouve un système pour que la langue vienne vers moi plutôt que vers vous. Très bien. Eh ben, c'est super. Donc, comme vous le savez, les impermanents sont les objets apparents Perception directe. des perceptions directes. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'apparaître aux perceptions directes. Les permanents ne peuvent pas apparaître aux perceptions directes. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu, bien sûr, au début du livre. Et donc, comme le non-soi, lui, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Permanent. C'est Non, parce qu'il y a une permanent, absence. c'est permanent parce que. Mais Parce que c'est ben, une absence. parce qu'on ne le voit pas, il n'y a qu'une conscience conceptuelle qui pourra le déduire, en fait. Parce que c'est une Ouais, négation. ok. Parce que c'est une négation. Oui, parce que si on dit parce qu'il n'y a qu'une conscience conceptuelle qui peut le déduire, on pourrait dire l'impermanence subtile, c'est pareil. Ouais, l'impermanence subtile, on ne la voit pas, mais Mm. on l'infère d'une certaine manière. Ouais. Mhm. Même si, en effet, l'impermanence subtile est Ben, le impermanente. non-soi, tu l'infères bien aussi, puisqu'il y a une absence, donc tu Exactement. infères bien le non-soi. Oui, tu infères le non-soi. Et comme tu infères aussi l'impermanence, Ah, ça ne prouve pas que si tu l'infères, c'est nécessairement permanent. Ouais. ouais, oui, Bien, en d'accord. effet, en effet, ça Pardon. prouve que c'est un phénomène caché, en tout cas. Ouais. Très bien, mais si on dit qu'en effet c'est une négation, et pas n'importe laquelle, une négation non affirmative, dans ce cas-là, oui, une simple absence, il n'y a pas de substance qui se transforme. Mm. Ouais. Donc c'est nécessairement permanent. Alors après, permanent, ça ne veut pas nécessairement dire éternel. Ouais, Bien. permanent et éternel, il y a quatre possibilités. Mais ça veut dire que le temps que ça existe, c'est statique. Et comme c'est Mm. permanent, le non-soi, il ne peut pas opérer la fonction d'apparaître à une perception directe, même yogique.
Donc, c'est là où se pose la question, est-ce qu'on peut avoir une perception directe yogique du non-soi ou pas? Je vais tourner au lit. Parce que si c'est pas Euh, Ça possible, dépend peut-être des écoles, en fait, puisque tu dis que pour les Sotrantika, c'est comme ça, mais peut-être que pour d'autres, c'est autrement. oui, en effet, tout le monde ne sera pas d'accord sur cette règle d'or, hein, les autres antikas. Mais même les autres antikas doivent pouvoir expliquer que le Bouddha, c'est le Bouddha, il a parlé des quatre nobles vérités, euh, avec les vraies cessations et les vraies voies. Les vraies voies, c'est quoi en particulier? C'est quoi une vraie voie? C'est une voie C'est qui a le renoncement et où il y a la perception, enfin, la sagesse qui réalise directement la vacuité, associée à ça. voilà, exactement ici chez les autres antikas, ce sera qui réalise directement le non-soi. Ouais, c'est ça une vraie voie en effet. Ouais, une voie, c'est une réalisation qui est associée à la pensée du renoncement. Ouais, donc ça c'est vraiment, c'est intérieur, quelle que soit l'apparence qu'on est, quel que soit le genre, quelle que soit l'ethnie, ça ne fait hmm, absolument aucune différence, c'est intérieur. Si on est entré dans une voie ou pas, c'est notre esprit. Ouais, c'est ça qui est magnifique. Et ensuite, une vraie voie, c'est pas simplement une voie, c'est une voie d'un arya. Ouais, ça vous parle? J'ai l'impression de faire un, un copier-coller du cours qu'on a eu à Genève sur les trois joyaux. Ok, donc en effet, une vraie voix, c'est une voix d'un aria. Et un aria, c'est quoi? Ça mange quoi l'hiver? Il a réalisé directement la vacuité quand il Exactement, est en méditation. voilà. Ou le non-soi. Ouais, parce que Oui, chez les oui, puisqu'on est Sotandika, sur les c'est du non-soi, Sotrantika. mais ça revient au Mm, même. Ouais, ça revient au mm, même. On peut dire que chez les Sotandika, un aria, c'est une personne qui a réalisé directement les quatre nobles vérités et leurs 16 aspects. C'est magnifique, ça. Ouais. Et donc, parmi les 16 aspects des quatre nobles vérités, il y a le non-soi, ouais, en effet. Donc, il doit avoir réalisé directement le non-soi. Mais si maintenant on dit, ah ben non, le non-soi ne peut pas être perçu directement parce qu'il est permanent, dans ce cas-là, ça pose question, non? Ouais. Donc, c'est là-dessus qu'on avait conclu la dernière fois. C'est que certains diront que on peut, chez les Sotantika, le non-soi peut être réalisé au moyen d'une perception directe, mais il ne peut pas être réalisé directement. Ouais, ils vont pas dire hmm, Nunsum du Torpa Java, ils vont dire Nunsum Gi Torpa Java. Ouais, ils vont dire ce qui est réalisé au moyen, avec un instrumental, au moyen d'une perception directe. Vous avez la perception directe yogique qui réalise les agrégats directement et explicitement, et qui réalise donc l'absence de soi dans les agrégats. Et hmm. cette absence de soi ne peut pas apparaître puisqu'elle est permanente. Elle ne peut pas apparaître à une perception directe. Ouais, ça vous parle? Oui. Moyennement? Très bien. Eh ben, c'est super. Maintenant, je vais faire attention avec la langue et essayer de mettre le livre devant. Là, ça va mieux parce Oui, que comme ouais, ça. ouais, ouais, mais c'est bien, mais quand le livre est devant, c'est parfait. Quand le livre est devant, ça va. C'est juste parce que sinon, j'ai du mal à lire. Non, J'arrive pas mais comme ça. Oui, là, ça oui, va, c'est parce que, ouais, enfin, ouais, oui, mais c'est pas direct, ça va, c'est voilà. c'est quelle page déjà? Et là, on est 179. 79, ok. Ouais, 179. Ouais. Très bien. Ok. Et donc, en effet, donc lui, à chaque fois, le traducteur, il met le sans soi. Je trouve que c'est pas du tout, comment dire, euh, c'est pas nécessaire. Ouais. Quand on dit d'armer, mais pas, c'est une négation. Ça veut dire non ou pas. Ouais. Donc le pas soit, le sans soit, le non soit, c'est pareil. Donc, mais comme on a l'habitude d'entendre le non soit, si soudainement on Hmm. lit le sans soit, on se demande mais de quoi il parle. Ouais. Donc c'est pourquoi c'est pas nécessairement justifié. Ok. Très bien. Et donc, comme on a dit, donc en bas de la page 178 et en haut de la 179, mais cela reste dans le système Sotrantika une réalisation implicite plutôt qu'une réalisation explicite, parce que l'aspect de l'objet, le non-soi de la personne, n'apparaît pas réellement puisque c'est un phénomène permanent qui ne saurait être l'objet apparent
d'une perception Mhm. directe. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire. Mhm. C'est ce qu'on Certains vient de dire. érudits marquent la distinction entre réaliser directement. En fait, il faut mettre, c'est à l'infinitif en anglais. C'est realize. Ouais, donc il faut mettre, en fait, c'est un infinitif, mais c'est pas grave. On le réaliser directement. Voilà, réaliser directement et réaliser au moyen d'une perception directe. Ouais. Munsungi, t'en pas dire avec un S, avec un sa pour l'instrumental. Très bien. Et donc, argant qu'une perception directe yogique qui réalise le non-soi de la personne réalise ce non-soi au moyen d'une perception directe et non directement, ouais, au moyen de la perception directe des agrégats, mais ne réalise pas directement le non-soi. Donc, certains disent ça comme ça. Très bien. OK. Ensuite, une illustration d'une condition valide inférentielle est une condition inférentielle qui réalise que le son est impermanent. Ça, c'est facile, vous le connaissez par cœur. Ah, c'est génial. OK. Une telle division quintuple des conditions valides qui réalisent l'authentification par elle-même, donc les autocertifiantes, correspond à la pensée de Sakapandita dans son Tsemarikter, le trésor de raisonnement, qui dit euh, les deux cognitions d'objets, les deux autocognitions et l'inférence certifient par elles-mêmes ou suffisent pour certifier. Donc, Sakya Pandita, qui aussi est très révéré chez les Gelugpa, même s'il n'est pas Gelugpa, il est Sakyapa. Ouais. Mhm. Donc son Tsemarikter, il fait aussi autorité, même si parfois les Gelugpa l'interprètent pas nécessairement comme il devrait l'être, d'après ce que dit DG Dreyfus. Ok, très bien. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux cognitions d'objets, etc. Ouais. Donc là, la Rinpoche dit les deux cognitions d'objets réfèrent à la cognition valide directe sensorielle qui a pour objet une chose familière. Donc la première des divisions quintuples qu'on vient juste de voir. Ouais. Et à celle à laquelle la capacité d'accomplir une fonction apparaît, donc la seconde des divisions quintuples qu'on vient de voir. Ensuite, les deux autocognitions, là, je trouve que c'est un peu bizarre la façon dont c'est traduit, mais c'est pas grave, on va voir que ça peut poser question. Les deux autocognitions sont la cognition valide directe autocognitive et la cognition valide directe yogique. Les perceptions indirectes yogiques sont souvent appelées des autocognitions personnelles, sosoranrik. Ça, c'est très, très important. On pourrait dire que c'est une sagesse individuelle. Vous connaissez par cœur cet hommage à la perfection de sagesse. Wemma sanjime shirabaroji makemiga nankimoni. Sosoranrik yeshichoyua tusungewayola chaselo. Je rends hommage à la mère des vainqueurs des trois temps, qui est inconcevable et inexprimable, qui est de la nature de l'espace, qui est un objet de la sagesse individuelle. Ouais, vous avez déjà cet hommage, vous avez déjà récité cet hommage à la perfection de sagesse quand vous lisez le Sutra du cœur, non? Non? Ok. Dans le Non. Sutra du cœur, je ne vois pas, non? C'est avant le Sutra du cœur, c'est une strophe qu'on rajoute quand on rend hommage à la Hmm. perfection de sagesse. Ouais, non? Non. C'est une strophe qu'on retrouve. Alors, je ne sais plus d'où elle est extraite, certainement des perfections de sagesse elles-mêmes, des sutras, certainement. Donc, c'est un hommage qu'on rend justement à ces perfections de sagesse en disant qu'elle est de la nature de l'espace. Donc, c'est une simple négation et que elle est inconcevable et inexprimable et qu'elle est un objet de la sagesse individuelle. Soso Ranrik Yeshechoyua. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit ici, une sagesse individuelle. Ça veut dire que c'est une sagesse personnelle. C'est-à-dire que même si vous avez des enseignements sur la vacuité pendant des siècles et des siècles, au bout d'un moment, c'est à vous de la réaliser. C'est vous, de Mhm. manière individuelle ou personnelle, de la réaliser. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est une sagesse individuelle qui décrypte la réalité. Ouais. Et donc, c'est pourquoi on l'appelle comme ça, une sagesse individuelle. So rangrik. Rang, ça veut dire personnel, par soi-même. Mais ici, c'est traduit par auto. Et donc, une cognition personnelle et une autocognition, c'est quand même deux choses différentes. Non. Ok, Oui, 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 laissez oui. tomber. Redis, redis. Alors, il y a une auto. Non, redis-moi. Ouais, là, ici, on traduit de la même façon le rang en tibétain. Rang, ça veut dire auto, ça veut dire par soi-même. Ouais, Mhm. une sagesse individuelle, ou on pourrait dire une sagesse, une intuition individuelle, une sagesse intuitive individuelle. Intuitive, ça veut dire que c'est soi-même, c'est notre intuition, notre cognition. Et Mhm. personnel, ça veut dire bah, c'est personne d'autre qui peut le réaliser à notre place. Ouais. Mhm. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, Soso Ranglik, ça veut dire une sagesse intuitive, personnelle ou individuelle.
Mais si Mhm. on prend Rangrick comme voulant dire autocognition, c'est là où ça pose question parce que ça confond deux trucs. Oui, tout à Ouais, fait. Ouais, je une suis d'accord. perception directe yogique et une autocognition. Les deux sont nécessairement distinctes. Sauf que là, c'est Mhm. traduit comme ça. Donc après, c'est pas très grave, hein. C'est juste qu'il faut faire attention. Ouais, si on dit les perceptions directes yogiques sont souvent appelées des autoconnaissants personnels ou des autocognitions personnelles, il faudrait simplement traduire, sont souvent appelées des sagesses intuitives individuelles. Comme ça, on est sûr de ne pas confondre avec autocognition. Sauf qu'en Mhm. tibétain, ils ne font pas la distinction. C'est toujours Rangrik. Ouais, donc c'est pourquoi elles sont mises ensemble. C'est juste ça. C'est juste ça de D'accord. faire attention au vocabulaire. Ouais. Afin de souligner le besoin d'une réalisation personnelle pour le yogi. Et c'est pourquoi elles sont incluses dans les autocognitions. Mais ça pose question quand même. Comment est-ce qu'une perception directe serait incluse dans une autocognition? Puisque dans la définition donnée par Jon Paul Woodstock, c'est une hétérocognition, une sagesse hétérocognitive. Si vous vous souvenez de la définition d'une perception directe yogique. Non, c'est pas grave. Ouais. Très bien. Mhm. Très bien, très bien. Donc là, c'est juste mes propres élucubrations. Laissez tomber. Très bien. Donc là, on est en bas de la page 179. Si les conditions valides qui induisent l'authentification par une autre, donc les hétérocertifiantes, sont nominalement divisées ou terminologiquement divisées, elles sont au nombre de 3. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, une division terminologique? Non, Ça veut dire que c'est pas une vraie division. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, on peut diviser terminologiquement les fleurs en deux, fleurs naturelles et fleurs artificielles. Mhm. Ouais. Mais les fleurs artificielles, c'est pas vraiment des fleurs, comme vous le savez. Ouais. Enfin, vous mhm. le savez. Ok. J'en suis sûr que vous le savez, que les fleurs artificielles ne sont pas vraiment des fleurs. Mais on les inclut nominalement dans les fleurs. On dit il y a les fleurs naturelles et les fleurs artificielles. Ouais. Donc c'est une division terminologique ou une division nominale. C'est une façon de parler, en gros. Ouais. Et donc là, c'est pareil. Si vous avez étudié dans les débats les divisions terminologiques des généralités, par exemple. Ouais, les généralités de catégorie ou de classe, les généralités de collection et les généralités de sens. Certaines ne sont pas des généralités, mais on les inclut dans les généralités. C'est pourquoi c'est une division terminologique en trois. Ouais, ça vous parle? On l'a déjà Oui, fait plus ou ça. moins. Ouais. On l'a déjà fait, oui, avec les. Oui, mais à part les divisions terminologiques, parce que pour moi, ça me paraît naturel, qu'est-ce qu'il y a comme autre division? Bah, les vraies divisions. C'est quoi une vraie division, justement? Ça veut dire, par exemple, les divisions des existants. Par exemple, c'est permanent et impermanent. C'est une vraie division parce que permanent et impermanent existent. Ouais. Et artificiel et naturel, ça existe bien? Oui, Mais dans ce cas, parce c'est pas que, des fleurs, c'est des bouts de plastique. oui, C'est ça? voilà. Les fleurs artificielles ne sont pas vraiment des fleurs. Alors que permanent et impermanent sont vraiment existants. Ouais, c'est ça la différence C'est entre quand une division. c'est quand j'appelle une peluche une licorne. Oui, par exemple. Donc du coup, c'est pas une licorne, c'est comme Oui, c'est une peluche quoi, parce que les licornes voilà, tout n'existent à pas. fait. Enfin bref. Mais ça Voilà, range, c'est c'est ça. une peluche. Voilà. On a les animaux vivants et les animaux en peluche. C'est une division Hmm. terminologique aussi, parce que les animaux en peluche ne sont pas vraiment des animaux. Hmm. Ah, même si moi je croyais l'inverse quand j'étais petit. Je rigole. Ok. Ouais, ça vous parle, c'est ça, une division nominale ou terminologique, ça veut dire que c'est juste une façon de parler. Ouais. Ça veut dire que certains membres de cette division ne font pas vraiment partie de cette division. C'est ça que Mais ça veut dire. c'est un peu comme on dit un pied de chaise, parce que c'est pas un pied. Oui, d'une certaine manière, si on dit, si on divise les pieds en pieds vivants ou anatomiques et pieds de chaise, c'est aussi une division terminologique. Hmm. Ouais, Ok. exactement. C'est une façon de parler d'une certaine manière. Très Hmm. bien. Donc, les conditions valides hétérocertifiantes sont nominalement divisées. Elles sont au nombre de 3. Lorsque l'authentification, donc la certification de l'apparence est induite par elle-même, mais que la certification de la vérité est induite par un autre. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu avec le feu. Voilà, on voit de loin une couleur rougeâtre et on ne voit pas encore que c'est la couleur du feu. C'est après qu'on le voit. Mais c'est le même principe ici.
Ensuite, lorsque la certification du général ou de la catégorie est induite par elle-même, mais la certification de l'instance est induite par une autre. OK? Et lorsque même la certification de la simple apparence est induite par un autre. OK? Donc, il va donner des exemples à chaque fois, c'est pas si compliqué. Une fois qu'on aura passé ça, on aura passé un gros morceau. Ouais. Donc, les illustrations sont les suivantes. Une condition valide euh, dont la certification de l'apparence est induite par elle-même, mais la certification de la vérité est induite par un autre. Et par exemple, une perception directe sensorielle appréhendant de loin une couleur rougeâtre qui est en fait la couleur du feu. Ouais, c'est ce qu'on avait vu précédemment. Ça veut dire que Mhm. on voit en effet l'apparence rougeâtre. C'est une condition valide au regard de l'apparence rougeâtre, mais on n'a pas encore réalisé que c'était l'apparence du feu. C'est par la suite qu'on a une nouvelle condition valide, si on se rapproche. Et cette nouvelle condition valide va observer la nature finale de cette apparence rougeâtre. Ouais, donc ici, ils mettent la vérité, mais on pourrait dire la réalité de l'objet. Ouais, ça vous parle? Mhm. Oui, oui, plus ou Oui. moins, oui. C'est pas des pages les plus, ce sont pas les pages les plus, comment dire, folichonnes, mais il faut bien qu'on les passe de toute façon. Ok, très bien, très bien. Donc le feu, on l'avait vu, très bien. Donc ça veut dire qu'on a deux cognitions. Une première qui nous fait voir une apparence et la deuxième qui va valider vraiment ce qu'on voit. Exactement, c'est tout à fait ça. Mhm. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est magnifique. Donc ça, c'est en effet, vraiment le type de cognition valide hétérocertifiante qu'on avait évoqué précédemment. Et là, il en reparle tout simplement parce qu'il fait une division en trois, ouais, une division terminologique en trois. Très bien. Et donc, en effet, ici, une perception directe censée appréhendant au loin la couleur rougeâtre qui est en fait la couleur d'un feu, et au regard de laquelle une cognition conceptuelle nourrit un doute se demandant est-ce que c'est la couleur d'un feu ou non. C'est-à-dire qu'au début, on voit une couleur rougeâtre et on se dit, tiens, est-ce que c'est la couleur rougeâtre d'un feu ou d'autre chose, un truc, je sais pas, dès qu'on est dans l'obscurité, on dirait un truc phosphorescent. Mhm. Donc de nos jours, on se poserait plus trop la question. Mais on pourrait de loin se demander si c'est un feu de bois ou un feu de paille, par exemple. Mhm. Ouais. Et ensuite, quand on se rapproche, c'est là où on voit en effet, tiens, c'est un feu de bois ou c'est un feu de paille. Ouais, c'est le même principe. Très bien. Donc, dans cet exemple, l'apparence relativement à laquelle la certification est induite par la perception directe sensorielle elle-même est la couleur rougeâtre. Ok. La vérité ou la réalité, on pourrait dire, euh, au regard de laquelle la certification est induite par un autre, et que l'apparence rougeâtre est bien en fait la couleur d'un feu. Ouais, une condition valide ultérieure doit alors induire la certification de cela. Comme on l'a dit, il faut en effet deux certifications. La première de l'apparence et la seconde qui vérifie l'apparence de quoi. C'est une apparence de quoi? Ça appartient à quel objet, etc. Ouais, Mhm. c'est le même principe. Très bien. Ok, puis là, bah, il y a des débats des maîtres, parmi les maîtres Gelugpa. Est-ce que il faut dire final ou pas, etc. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire d'être trop dans les détails, mais il faut le voir quand même. C'est sur ce point que les différents manuels sont en désaccord. En particulier, Jamyang Shepa et Jetsun Chogi Yensen diffèrent de Panchen Sonadjapa. Donc, Jamyang Shepa, c'est surtout un grand maître qui est étudié dans le monastère Jepun au monastère Jepun. Et Jetsun Chogi Yensen, c'est surtout à Seradje et à Ganden Chanse, ouais, différents monastères. Et Panchen Sonadjapa, il est surtout étudié à Jepun Muselim. Donc, c'est juste ça qu'il faut savoir. En ce qui concerne l'exemple du feu, le point de litige est la relation de la perception directe sensorielle avec la couleur rougeâtre qu'elle appréhende. Panchen Sonadjapa dit que c'est une condition valide relative à la couleur rougeâtre, mais pas de l'espèce qui induit par elle-même l'authentification à son égard. Tandis que Zetsun Sogi Gensen et Diamant Shepa disent que la perception directe sensorielle de l'exemple n'est même pas une condition valide au regard de la couleur rougeâtre, avançant comme raison le fait que cela n'est pas une condition valide qui induit la certification de la couleur rougeâtre par elle-même. Ok, donc ça veut dire que certains vont dire, vous voyez un feu de loin. Certains vont dire oui, c'est bien une condition valide hétérocertifiante parce que si vous vous rapprochez, vous savez que c'est la couleur d'un feu. Et
Certains vont dire non, c'est même pas une condition valide parce que on ne sait même pas de quoi c'est la couleur. Ouais, donc c'est juste ça. Si on ne sait même pas de quoi c'est la couleur, comment est-ce qu'on peut avoir une condition valide? Donc c'est juste la question qui se pose. Et certains vont dire si, Mais, si, on voit quand même une couleur. Donc on peut réaliser la couleur elle-même, même si on ne sait pas à quel objet elle appartient cette couleur. Ouais, ça vous parle? Mais tout à l'heure, je pense, pardon, oh, vas-y, vas-y. vas-y, après Oui, je dirai. Non, parce que pour moi, ça dépend de la situation. Il y a Mhm. des moments où je peux vraiment dire que si c'est vraiment le feu, ou après, il y a des Oui, situations où c'est pas valable, quoi. Moi, ce ne sera pas catégorique. Moi, je pense que ça dépend de la situation. oui. Et par exemple, même si on ne sait pas que c'est la couleur d'un feu, on peut quand même réaliser que c'est la couleur rouge. Oui, aussi, oui. Ouais, même si on ne sait pas que c'est la couleur rouge d'un Oui, feu. oui. Donc c'est là où justement les maîtres se posent la question. Ils disent Mais si on ne c'est sait ça, pas que oui, c'est la ok. couleur d'un feu, est-ce qu'on réalise vraiment que c'est telle ou telle couleur? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. On réalise quand même que c'est une couleur, non? Mm. Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais. D'autant plus que tout à l'heure, quand tu as parlé des autocertifiants, tu as dit qu'il y en avait cinq, et les deux premières, une perception directe sensorielle ou l'objet familier, donc bah là, c'est le feu, je veux dire que c'est quelque chose qui nous est familier, et puis le fait qu'il apparaît une fonction. Donc ces deux points pourraient, comment dire, aller dans le sens que la couleur rougeâtre fait que ça va s'imposer comme étant du feu. Voilà. Oui, exactement. Ouais, donc ça rejoint ce que disait aussi Vali. En fait, Sabine et Vali, vous avez toutes les deux la réponse. Ça veut dire que pour quelqu'un qui n'a jamais vu du feu, en effet, dans ce cas-là, il pourrait se poser la question si c'est bien la couleur rouge d'un feu ou pas, même Mm. s'il connaît la couleur. Mais si on a l'habitude que c'est un objet Mm. familier, etc., et qu'on a suffisamment entraîné nos consciences à réaliser que le feu était chaud et brûlant, etc., en effet, même si de loin, on ne sait pas que c'est un feu de paille, on peut très bien réaliser que c'est la couleur d'un feu quand même. Donc en effet, ça dépend des cas. Ça dépend si on est suffisamment familier avec cet objet ou pas, exactement. Ouais, Mais après, on frôle aussi à un moment donné la supposition correcte, quoi. oui, Enfin, oui, ça limite, quoi. On la ouais, frôle, enfin, on est borderline ouais, avec ça, du coup. exactement. Voire même le doute. Oui, Ouais, les doutes, ouais, on exact. peut se Ouais, demander les doutes. ce qu'on est en train de voir, etc. Ouais. Mais si on est vraiment familier avec cet objet et qu'au bout d'un moment, on voit une couleur rougeâtre dehors, et on saura nécessairement que c'est la couleur d'un feu, non? Parce qu'on a tellement Mm. l'habitude d'en voir. Ouais. Donc, Mm. en effet, j'ai l'impression que ce sont de très bonnes réponses que vous dites. Ouais, que c'est en effet ça dépend vraiment des cas et si on est suffisamment familier ou pas avec l'objet. Très bien. Donc, c'est Mais ça d'une qu'on façon, aurait dit. Ouais. pardon, tout à l'heure, tu parlais de la vache et de l'eau, mais on peut parler des instincts. Je veux dire, Mm. on a en nous, dans notre, je sais pas ce qu'on peut parler de mémoire dans nos cellules, on a des choses qui sont ancrées depuis des générations et des générations. Et je pense que quand ça ressurgit, bah pour nous, c'est devenu comme une habitude. Je veux dire, Mm. un animal aussi va reconnaître par l'odeur tout de suite où est sa mère, va aller téter, etc. Ou un feu, ou le vide. Tu vas avoir peur. Mais pourquoi tu pourrais avoir peur? Parce que instinctivement, il y a des choses qui sont ancrées en nous quand même. Mm. Oui, oui. On peut parler d'empreinte aussi, ouais. Oui, Mm. je Parler de pense. familiarisation due aux empreintes ou des empreintes dues à une familiarisation. Oui, en effet. Ouais, ça peut jouer aussi. Ça peut jouer aussi. Il peut y avoir ces instincts-là, en effet. Par exemple, les animaux, sans même qu'on leur apprenne, vont avoir peur du feu. Il n'y Oui, a pas besoin de l'eau, leur tout ça, apprendre, c'est des etc. choses. Ouais, Oui. tout à fait. C'est instinctif. Ouais. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, exactement. Ouais. Et ben, c'est génial. Eh Mais bien, même donc la on a... réaction des gens peut être instinctive. Ah oui, temps est instinctif forcément, sinon on ne peut pas prendre la fuite, on peut prendre Oui, voilà, exactement. c'est assez sain comme quelque part. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui fera dire à Darwin que ces instincts sont nécessaires et naturels. Par exemple, la Mm. peur, l'aversion, l'attachement, Mm. etc. Dans la tradition bouddhiste, on dira oui, ce sont des instincts qui, dans certains cas, nous sauvent la vie, mais qui peuvent être transcendés malgré tout. Ouais. Exact. Mm. Ouais, exactement. Eh bien, eh ben, c'est super. Donc, on aura passé, je pense, aujourd'hui, cette grosse vague des hétérocertifiants, tout ça. Donc, Jetsun Shogi Gensen et Jimen Shepa affirment de plus que la couleur rougeâtre n'est pas l'objet de compréhension de ces perceptions directes sensorielles. Ouais, parce qu'ils disent qu'on ne sait même pas si c'est la couleur rougeâtre du feu ou pas.
Or, il n'y a pas de couleur rougeâtre qui existerait comme ça, comme un absolu dans l'espace, etc. C'est nécessairement la couleur rougeâtre de quelque chose. Et donc, si on ne sait pas de quoi c'est la couleur rougeâtre, eh ben, on n'a pas vraiment d'objet de compréhension. C'est ce que diraient ces maîtres-là. Mais Panchen Sonadjapa dit que c'est l'objet de compréhension sans que cela soit la nature finale de l'objet de compréhension. Ouais, on avait vu ça précédemment dans sa définition d'une hétérocertifiante, d'une autocertifiante. C'est par rapport à la nature finale de l'objet. Ouais. Quand on sait que c'est la couleur rougeâtre du feu, à ce moment-là, on a compris la nature finale de l'objet. Si on a juste compris la nature, la couleur rougeâtre, c'est pas encore sa nature finale. Et donc, c'est pourquoi, dans les définitions des conditions valides qui induisent donc les auto-certifiantes et les hétérocertifiantes, telles qu'elles sont posées par Panchen Sonadjapa et reprises par l'auteur de notre texte, la phrase si la nature finale de son objet de compréhension ne réside pas dans l'objet est incluse. Ouais. Mais il me semble que quand on avait étudié le l'oric de Yonzin Polbutchok, il me semblait que, ou peut-être oui, il me semblait que Venerable Geshe-Gensen avait parlé de la Madhitsumpa, qui parlait de la nature finale aussi, mais je ne suis pas très sûr. Très bien, mais c'est pas très grave. Ok. Mais Eh bien, la nature, oui, ouais, la nature finale reste relative parce qu'on ne connaît jamais oui, rien sur l'objet. Ah, c'est faux, je exactement. pense. Ah. Oui, oui, c'est encore relatif et c'est pour les sauts Antika ici, parce que si on parlait de nature finale pour les Madhyamika, ce serait la nature ultime, donc ce serait Oui, nécessairement la oui, vraie. oui, oui. Là, c'est la nature finale dans le sens, est-ce que c'est bien la couleur d'un feu ou la couleur d'un Mhm. feu rouge, etc., Mhm. etc. Ouais. C'est là où il y a la différence, ouais. Mhm. Exactement. Très bien. Donc, cela n'apparaît pas dans les définitions proposées par Jitsun Shogi Gensen et Diamond Shepa. Pour Panchen Sonadjapa, la perception directe sensorielle, dans cet exemple, réalise son objet de compréhension, mais pas la nature finale de cet objet. Donc, réalise la couleur rougeâtre, mais ne réalise pas encore que c'est la couleur rougeâtre du feu. Mhm. Et puisque les autres n'acceptent pas ce point, ils n'éprouvent aucun besoin de spécifier une nature finale dans leur définition. Ok. La raison, peut-être que c'est Yonzin Purbucha qui est rajouté final, c'est fort possible. La raison pour laquelle Panchen Sonadjapa pose la couleur rougeâtre comme objet de compréhension, tout en n'étant pas la nature finale, et qu'il soutient qu'elle est l'objet de compréhension de la mesure de l'apparence, tout en n'étant pas son statut réel. Ouais, c'est au regard de l'apparence elle-même. Très bien. Il dirait que dans l'exemple d'une condition valide qui induit la certification par elle-même, telle que la perception directe sensorielle dans le continuum d'un fils qui apprend la forme de son père, la forme du père est à la fois l'objet de compréhension et la nature finale de l'objet de compréhension. Ouais, comme on disait tout à l'heure, avec la familiarisation. Ouais. Mhm. Ce qui implique qu'elle est à la fois l'objet de compréhension de la nature de l'apparence et pardon, de la mesure de l'apparence et de la mesure de son statut réel. OK. Eh bien, et on a encore passé une page. Oh là là. Une condition valide lorsque la certification du général est induite par elle-même, mais l'authentification du particulier est induite par un autre, et par exemple une perception directe sensorielle appréhendant un arbre de loin, qui est en fait un arbre ashoka, on pourrait dire un chêne, et relativement auquel une condition conceptuelle nourrit un doute se demandant est-ce bien un chêne ou pas? Ok. Donc ça, c'est le général et le particulier, on pourrait dire la catégorie et l'instance. Ouais. Si on regarde de loin un arbre, on voit que c'est un arbre. On comprend la catégorie générale de cet objet, mais on ne comprend pas encore nécessairement de quelle espèce il est. Donc, quelle Mhm. instance d'arbre c'est. Ouais. Donc ça, c'est... euh, alors bien sûr, là, ici, on parle de perception directe sensorielle, mais si on, si on essaie d'analyser les choses du point de vue de la voie médiane, etc., on peut très bien comprendre que la vacuité est une négation. Ouais, mais pas nécessairement comprendre quelle instance de négation il s'agit. Est-ce que c'est une négation affirmative? Est-ce que c'est une négation non affirmative? Etc., etc. Donc c'est important de comprendre jusqu'aux instances elles-mêmes, de quel type d'objet on a en face de nous. Ouais. Et donc ici, il parle bien sûr d'une cognition hétérocertifiante qui est sensorielle, une cognition valide sensorielle. On voit de loin un arbre, mais on pourrait dire par exemple, vous voyez de loin une personne. Et vous ne savez pas si c'est une personne plutôt hostile ou plutôt sympa, etc. Ou si c'est... Voilà. On peut très bien voir l'aspect général sans nécessairement encore comprendre la particularité. Ouais, ça vous parle? Mhm. 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 Ok.
Donc là, c'est juste un exemple en plus, hein, mais si vous avez compris le truc général, enfin, le truc dans son ensemble, ici, c'est juste des détails en plus. Ouais. Donc le sens de cet exemple est pratiquement le même que celui du précédent. L'objet est un arbre à chocarbre, on va dire un chêne, une espèce, il manque un E à une espèce particulière d'arbre. Mais ce que la perception directe sensorielle appréhende, du fait de son éloignement de l'objet, est seulement la généralité arbre. Ouais, on voit juste un arbre sans savoir si c'est un être ou un chêne ou ceci et cela. De sorte que la perception directe sensorielle est capable d'induire par elle-même la certification de la généralité arbre, on voit bien un arbre, mais reste incapable d'induire la certification du particulier ou de l'instance, le fait que cela soit un chêne ou un ashoka. Elle doit dépendre, afin de parvenir à la certification de l'instance elle-même, d'une cognition valide conventionnelle ultérieure qui sera générée après s'en être rapproché. Ouais, c'est tout simple. Mais on pourrait poser la même question par rapport au feu. Ouais, comme on a dit, est-ce que le feu, c'est la nature finale de l'objet de compréhension quand on voit une couleur rougeâtre? Mais est-ce que on pourrait dire que le feu, c'est aussi un général et qu'une généralité de classe et qu'on n'a pas nécessairement encore certifié si c'était un feu de paille, un feu de bois, un feu de hêtre, un feu de bouleau, etc., etc. Ouais, ça pourrait être aussi, Mhm. ça pourrait aller dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Ensuite, un exemple d'une cognition valide lorsque même la certification de la simple apparence est induite par une autre, donc une autre cognition valide, est une perception directe sensorielle appréhendant le bleu qui nourrit un doute se demandant est-ce que j'ai vu du bleu ou pas? Donc là, c'est plutôt un genre d'inattentif. Mhm. Non. Si on se dit, tiens, est-ce Mhm. que j'ai vu Ok. du bleu ou pas? Ça pourrait plutôt être une cognition inattentive. C'est Donc il pas ne du s'agit doute. pas. Ouais, ouais. C'est pas un doute, là. Alors, c'est vrai que là, si on se dit est-ce que j'ai vu du bleu ou pas, dans ce cas-là, c'est un doute. Ouais, ça veut dire que la perception directe va susciter un doute. Et donc, on Mhm. ne sait pas vraiment si on a vu du bleu ou pas. Ouais. C'est-à-dire que le doute va survenir à la suite de cette perception. Ouais. OK. Donc, ce que dit la téléboîtier, il dit il ne s'agit pas réellement d'une condition valide qui induit la certification, enfin, qui est hétéro-certifiante, mais d'une cognition à laquelle un objet apparaît mais n'est pas certifié, donc qui est inattentive. Donc c'est pourquoi c'est une division terminologique. Ouais, parce que ici, une cognition inattentive, comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est une cognition valide? Non? Mhm. Ok, très bien, très bien. Une cognition est valide si elle peut induire la certification de son objet, tandis que dans ce cas, elle induit seulement un doute, ouais, se Mais demandant elles si la sont couleur toutes, bleue a été vue ou non. bah, elles Ouais, sont toutes plus ou moins inattentives, à chaque fois, il y a plusieurs certifications. Il faut zoomer, il faut se rapprocher de quelque chose pour voir soit le Mhm. rouge, oui, soit le feu, soit l'arbre ou le chêne. Donc, à un moment donné, la première, elle est obligatoirement en partie inattentive puisqu'elle ne réalise pas l'objet. oui. On pourrait dire que l'apparence doit être réalisée, mais que la nature finale de son objet n'est pas nécessairement réalisée, elle doit être réalisée par une condition valide ultérieure. Exactement. Mais oui, est-ce que, en effet, on pourrait dire que c'est inattentif au regard de la nature finale de son objet, mais ça ne doit pas être inattentif au regard de la couleur rougeâtre, par exemple, ou le fait Mhm. qu'on voit bien un arbre. Ouais. Mhm. Après, Ok. si cet arbre est un chêne, en effet, il nous apparaît, mais il n'est pas réalisé comme étant un chêne. Donc on pourrait dire que c'est inattentif au regard de sa nature finale. Par contre, au regard de l'apparence, ça ne devrait pas être inattentif, parce que c'est une condition valide. Sauf que là, dans Mais ce quand tu dernier cas, dis, ouais, allez, vas-y, dans excuse-moi, parce que quand dans tu ce dis dernier j'ai peut-être vu du bleu, c'est pareil. Enfin, exactement, alors que là, dans ce dernier cas, c'est même au regard de l'apparence elle-même. Est-ce qu'on a vu du bleu ou pas? On doute si on a vu du bleu ou pas. Et là, dans ce cas-là, ça ne peut pas être appelé une condition valide, même au regard de l'apparence. d'accord. Donc, les Si? deux premiers, l'apparence a été réalisée, mais Oui. l'appréhension n'a pas été vraiment réalisée, alors que dans le dernier, ni l'apparence ni l'appréhension, enfin, seront réalisées. C'est ça? Exactement. C'est pour ça que ça pose question. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une condition valide si on se demande, tiens, est-ce que j'ai vu du bleu ou pas? Ouais, dans ce cas-là, ça pose question. Parce que si, par exemple, de loin, on voit un chêne et qu'on n'a pas réalisé que c'est un chêne, on pourrait se dire, tiens, est-ce que j'ai vu un chêne ou pas? Ça, on peut se poser la question. Par contre, on ne doute pas si on a vu un arbre ou pas. On est sûr Mhm. qu'on a vu Mhm. un arbre. On ne sait pas si c'est un chêne ou un saule ou etc.
Alors que là, on se demande même au regard de l'apparence elle-même, est-ce qu'on a perçu du bleu ou pas? C'est ça qui pose question. On veut dire qu'il y aurait des bases communes entre des cognitions inattentives et des cognitions valides, entre des cognitions qui ne réalisent pas leur objet et des cognitions qui réalisent leur objet. Tout est Ça pose possible. question. C'est impossible, exactement. Donc c'est pour ça que c'est une division terminologique. Ouais, c'est comme les fleurs artificielles, c'est pas vraiment des fleurs. Et ben là, D'accord, la ok. troisième division n'est pas vraiment une cognition valide. Ouais. Ok. Donc, on va essayer de terminer ce petit passage-là, parce qu'après, ce sera plus simple. On aura les conditions non valides, etc. Parce que là, on est dans une division bipartite, les conditions valides et les conditions non valides. Et parmi les conditions valides, il y a les conditions valides directes et les conditions valides inférentielles. Et il y a aussi une autre division bipartite des conditions valides, c'est les conditions valides autocertifiantes et hétérocertifiantes. Ouais. Et donc Mhm. là, ensuite, on verra une autre division bipartite de toutes les cognitions, c'est les cognitions qui ne sont pas valides. Et donc ensuite, on aura presque terminé le livre. Waouh! Eh bien, Super. c'est magnifique, hein. Très En bien. tout cas, je n'aurais pas pu faire ça toute seule, hein. Ah, tout ça, c'est Comme beaucoup compliqué de de lire choses. le livre. Ouais. Euh, Il y a ah, quelques tu nous étudiants. prends vraiment par la On main a et tout. besoin Voilà. d'une hétérocertification là, de ta Ah, part. Ouais. tout à Il y a fait. quelques étudiants qui ont essayé de le lire tout seul, qui m'ont demandé le PDF et la charte. Donc, ils ont signé la charte, ils l'ont renvoyé, tout ça, et donc ils ont le PDF, mais je ne suis pas sûr qu'ils en aient fait quoi que ce soit. Ouais. Mais après, il y a des étudiants qui suivent le replay. Mais le Mhm. lire tout seul, franchement, c'est presque impossible. Très bien. Et donc, là, on va essayer de terminer ce passage de la 182. Donc, le sens de cet exemple, non, pardon, c'était par rapport au bleu. Voilà. 182, 183. OK. Donc, il ne s'agit pas, donc c'est tout en bas de la page 182. Il ne Mhm. s'agit pas réellement d'une condition valide qui induit la certification par une autre, donc une certifiante, mais d'une cognition à laquelle un objet apparaît mais n'est pas réalisé. Ouais, n'est pas certifiée. Une cognition est valide si elle peut induire la certification de son objet. Tandis que dans ce cas, elle induit seulement un doute, se demandant si la couleur bleue a été vue ou non. Donc c'est pourquoi ça ne peut pas être inclus dans les cognitions valides. De sorte que parmi les trois genres de cognitions valides euh, hétérocertifiantes, les deux premières correspondent à cette catégorie, mais la dernière est seulement nominale ou terminologique, comme les fleurs artificielles. Ouais. Mhm. La division tripartite est donc elle-même terminologique. La troisième est incluse dans la mesure où, ne pouvant par elle-même induire une certification, la personne dont le continuum contient cette cognition doit dépendre d'une autre cognition valide pour y parvenir. Mais bon, c'est quand même un peu une raison un peu, moi je dirais que vraiment c'est pas valide. Sinon, on pourrait dire une cognition fausse devrait être aussi incluse dans les divisions des cognitions valides qui sont hétérocertifiantes. Parce que là, la cognition fausse, on se dit, tiens, par exemple, le non-soi est impermanent. Ouais, ou on a une cognition fausse, par exemple, on voit un serpent alors que c'est juste une corde enroulée sur elle-même. Et puis après, on arrive avec la lampe torche, et là, on a une cognition valide qui certifie que ce n'est pas un serpent, et que c'est une corde. Mhm. Donc à ce moment-là, il faudrait inclure aussi les cognitions fausses dans les cognitions hétérocertifiantes. Mais je trouve que la raison ici, elle n'est pas voilà, elle peut être débattue. Ouais, la troisième est incluse dans la mesure où, ne pouvant par elle-même induire une certification, la personne dont le continuum contient cette cognition doit dépendre d'une autre cognition valide pour y parvenir. Ouais, ok. Donc la certification étant induite par un autre, donc c'est une hétérocertification, elle est appelée cognition valide qui induit la certification par un autre. Mais même si elle n'est pas une cognition valide. Donc c'est une cognition valide hétérocertifiante, mais ce n'est pas une cognition valide. Donc autant dire que la cognition fausse, qui voit un serpent en lieu et place d'une corde, est aussi une cognition valide hétérocertifiante. Mhm. Mhm. Ok, donc on verra la suite la fois prochaine. Est-ce que vous aviez des interrogations par rapport à ce qu'on a vu là ou pas? Ou ça va? Non, ça va. Ouais, très bien. Mhm. Donc on verra les fois prochaines les conditions non valides. On essaiera de voir qu'il y a des débats par rapport aux conditions mentales, conditions sensorielles, etc. On verra qu'il y a d'autres divisions bipartites, les conditions qui s'engagent par exclusion, les conditions qui s'engagent de manière Mhm. collective, les cognitions
qui sont des consciences principales et les cognitions qui sont des facteurs mentaux. Et donc, on verra qu'il y a plein de débats par rapport à ça. Et surtout, on verra qu'il y a un débat. C'est pour ça qu'il faudra retraduire un passage important ici, quand il y a un débat entre mental et cognition mentale. Voilà, c'est pas traduit de la même façon ici, mais il faut vraiment corriger la traduction parce que c'est la seule façon de trouver quatre possibilités. Ça veut dire mental et cognition mentale. Ouais. Et donc ça, on essaiera de le voir en temps et en heure. Donc bravo, bravo de Je vous serai pas là accrocher. vendredi. Ouais, Je serai pas là vendredi, je suis désolée. d'accord. Bah, c'est pas grave. Soit on fait une classe, soit même s'il y a personne, j'essaierai de faire des classes tout seul devant l'écran pour essayer de continuer le D'accord. livre. Et comme ça, comme j'imagine qu'il y a une grande partie, une majorité de gens qui suivent en replay, et donc ils pourront quand même avoir la classe, même si vous pourrez l'avoir, même s'il n'y a personne en face de moi. Mais même s'il n'y a qu'une personne, pour moi, ça va aussi. Après, ça Mhm, dépend de mhm, vous. mhm. Oui, parce on voit dans les vidéos en dessous, c'est marqué temps de vue, etc. Donc il y a quand même Mm. des gens qui regardent. Oui, à moins que ce soit une seule personne qui regarde la vidéo 15 fois. Je, Oui, je voulais, j'ai une question qui en fait est pas trop, qui n'a rien à voir. En fait, là, je suis tombée sur un livre de Schopenhauer, donc le philosophe allemand, donc qui s'est disputé avec Hegel, donc concernant et bien en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent dans tout ce qui est débat et tout ça, parce que là, il y a les 38 Schopenhauer qui a écrit un espèce de texte où il dit il y a 38 postulats comment on peut gagner un débat. Et en fait, il y a ouais, plein de choses qui reviennent par rapport à ce qu'on fait au débat. Et je voudrais ok, bien un jour comprendre comment, parce qu'apparemment, il se réfère aux Grecs, les débats ok. grecs, etc. Et donc, apparemment, il y a tout par les Grecs, il y a des liens par rapport quand même à la culture européenne. Et j'aimerais bien un peu voir comment que ça se fait, comment que c'est historiquement. Est-ce que tu as des idées là-dessus par rapport aux Grecs? Quel était le lien entre les Indiens et les Grecs et comment que c'est venu chez nous, etc. Ouais. Est-ce que Alors, tu as des oui, réponses là-dessus ou pas? il y a des liens parce que la tradition bouddhiste, elle a été jusqu'au Gandhara, vers l'ouest, assez loin. Mhm, Et il y a aussi un sutra qui évoque le roi Milinda, mais en fait, il paraît que c'est le roi Ménandre, un roi grec. Donc, il mhm, semble mhm, qu'en effet, il y ait des liens. Certains même disent que la toge des sages grecs, etc., ça ressemble à l'habit monastique des bouddhistes. mhm, Mais après, ça, c'est, à mon avis, c'est plus une invention. Par contre, en effet, dans les sutras, on trouve la mention d'un roi Milinda qui semble être Ménandre. mhm, mhm, Donc, dans mhm, ce cas-là, oui, il y a eu des liens. Après, chez les Grecs, le syllogisme n'est pas tout à fait la même chose que dans la tradition mhm. bouddhiste, mais il y a quand même des similitudes. C'est-à-dire qu'on peut Oui, quand c'est même ça, c'est prouver ça. des choses grâce à un syllogisme. Après, Mhm, l'art du débat chez les Grecs, je sais pas, moi j'avais lu un petit peu Platon à la fac, mais je n'y comprenais mhm, pas grand-chose. Donc, je ne sais pas vraiment si ce sont les mêmes règles, si la personne, quels sont les types de réponses du défenseur, si c'est similaire ou pas. C'est difficile à savoir. J'imagine que, parce que chez les hindous aussi, il y avait une grande tradition du débat, il y avait énormément de points par rapport à quelles sont les fautes dans le raisonnement, etc. Il y avait beaucoup de points différents. Donc, euh, de toute façon, je pense que la logique, elle est universelle. La logique, elle mhm, est mhm, universelle. Si je dis ceci est une tasse, ok. Après, si je viens dire, bah non, ceci n'est pas une tasse, je suis en train de me contredire. Tout le monde sera d'accord là-dessus, que tasse et mhm, non tasse sont directement contradictoires. Et donc, dans ce mhm. cas-là, on perd un débat si on se contredit. Mais après, quelles sont les règles spécifiques des débats grecs? Ça, je pourrais pas vraiment dire, ouais. Ok, ok. Ouais, je suis Mhm. encore plus ignorant des débats grecs que des débats bouddhistes. Eh ben, c'est super, Ok. merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Et puis bah, on verra Mm. pour la fois prochaine si vous êtes là. Sinon, j'essaierai de faire quand même une petite vidéo pour essayer de continuer le texte. Et comme ça, on pourra Merci. avancer un petit peu, essayer de faire un petit peu, peut-être, je pense qu'il y aura peut-être une pause cet hiver et ensuite de reprendre, pourquoi pas, les textes sur les écoles philosophiques. Waouh, oh là là, ça va être magnifique, on va s'éclater. Très bien, merci beaucoup. Prenez bien soin Merci. de vous et à ce soir pour les débats si vous avez envie, si vous pouvez. Merci Mm. beaucoup. Bonne journée. Merci. Ciao, Merci. ciao. Merci. Bonne journée.